Et bonjour mes loupards, vous allez bien? Allez, c'est parti pour le dernier podcast de cette saison. Podcast sur le thème du coup du paranormal, puisqu'on est le 31 octobre, alors pourquoi pas frissonner un peu. Alors, ce podcast n'a pas pour but, n'a pas pour vocation d'être porteur de vérité à propos du paranormal. D'ailleurs, je vais, dans un premier temps, donner vous dire les choses difficilement explicables que j'ai vécues, puis ensuite je vous donnerai mon point de vue avec beaucoup de recul, sur le paranormal de manière générale. Car vous le verrez, il y a des nuances. Car vous le verrez, tout est et tout n'est, oui aussi, ni noir ni blanc. C'est ça, mon avis est partagé, bon, je vous en dis pas plus, on verra à la fin. Du coup, et comme je vous disais, dernier podcast de la saison, on revient d'ici, début décembre, ça me semble pas mal, un petit mois de repos, on va dire, histoire de refaire le point sur les thèmes à venir, et commencer à organiser les enregistrements aussi en duo, voire plus. Et voilà, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le paranormal. Bon, je vous explique pas ce que c'est, vous connaissez tous. Chacun a son avis là-dessus. Tout le monde n'a pas forcément vécu des choses inexpliquées. Voilà. D'ailleurs, hier soir, petit aparté, pour commencer, j'ai regardé L'Exorciste Dévotion, le dernier là, celui qui est sorti au ciné il y a 2 semaines. Bon bah c'est de la merde, clairement c'est de la merde. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées qui font qu'on garde quand même quelque chose qui ose, à l'instar du premier Exorciste, parce qu'à l'époque il n'y avait pas toutes ces... malgré encore les mœurs et tout, à l'époque on pouvait tout faire dans les films, alors qu'aujourd'hui tout est bridé, alors surtout dans le gros système genre hollywoodien, vous savez là c'est un film Universal, Blumhouse. Alors du coup forcément on cire les pompes des woke, les blancs sont les méchants, les noirs sont les gentils, voilà, souvent c'est ça. Et du coup on n'ose plus faire certaines choses, et pourtant, or c'était suggéré, mais c'est aussi ça qui fait que c'est bien, c'est que des fois c'est suggéré et c'est beaucoup plus impactant moralement que le concret. Admettons, en moment, bon je spoil, vite fait, avancez d'1 minute si vous voulez pas être spoilé. Enfin c'est pas un spoil important, c'est pas la fin du film que je vous raconte. Mais quand on voit la gamine qui commence, on devine qu'elle se masturbe dans l'église. Là, on se dit, ah oui, là, c'est l'exorciste. Là, il y a la petite touche, vous savez, voilà, propre au film et au livre, l'exorciste. Donc, ça, c'était un des points pas mal. J'ai bien aimé la mise en abîme aussi, un petit peu. Cette histoire de forêt, de gamines qui disparaissent, j'aime bien. J'ai bien aimé. Il y a... Voilà. Mais au-delà de ça, bon, les caméos, les caméos, si je puis dire... un petit spoil là pour la route, avancez 30 secondes si vous voulez pas être spoilé. Ben on voit Regan à la fin. Et ça c'est formidable, j'étais heureux comme tout. Bon bah après dans le générique on voyait très bien qu'on voyait la mère aussi, enfin la... Merde. McNeil, je sais plus son prénom, Chris. Donc ça fait plaisir quoi. Et puis la petite musique aussi, voilà. Au-delà de ça, le film c'est de la merde. Après, bon, ben ça, il invente rien, on va dire, sur ce que j'aimais déjà dans le premier, puisqu'il reprend ce qu'il y avait dans le premier, c'est-à-dire qu'ils font des tests médicaux, des IRM, des scanners et tout, des tests psychologiques sur les gamines, pour voir si ce n'est pas une maladie mentale, tout simplement. Et c'est un point important quand on parle de paranormal, c'est ça, distinguer aussi le vrai du faux, entre guillemets, enfin en tout cas, quand on parle de possession, il faut dissocier du coup, effectivement, quelque chose d'inexpliqué, de peut-être paranormal, d'une maladie mentale.
à l'époque, parce que la majorité des cas de possession répertoriés ou voilà, dont on parle, qu'on connaît, remontent à une époque où on n'avait pas toutes nos technologies, une avancée scientifique et médicale telle qu'on la connaît maintenant. On n'avait pas tout ça à l'époque. Et les gens étaient religieux comme des fous, hein, surtout à l'époque. Au moindre truc, c'était la faute de Dieu. Je vous parle quand même d'une époque où les gens considéraient tout et n'importe quoi comme de la sorcellerie. Ne serait-ce que s'ils voyaient une tornade, c'était l'œuvre de Dieu, pardon. La pluie, la météo, tous les trucs météorologiques inexplicables de l'œil humain ou avec les méthodes de l'époque, c'était l'œuvre du Dieu. Tu t'emmerdes pas, hein, tu t'emmerdes pas à chercher plus loin que le bout de ton nez. Tu comprends pas quelque chose, c'est la faute de Dieu. Les gens les gens pieux et tout d'aujourd'hui encore remettent tout sur la faute de Dieu, hein, de leur Dieu. C'est pour les rassurer, je comprends. Par exemple, on entend souvent un enfant est décédé, bon bah si Dieu l'avait décidé, voilà, il le voulait auprès de lui. Très bien, ok. Mais partant de ce postulat, on peut comprendre aisément que face à la moindre maladie mentale qu'il ne connaissait pas forcément à l'époque, qui n'était pas forcément expliquée encore et connue, on rejetait ça sur l'œuvre du diable. Hein, parce que forcément, si c'est grossier, si c'est négatif, ça ne va pas être l'œuvre de Dieu, mais du diable. Voilà. On est quand même dans quelque chose de très manichéen. Sachant que le mal et le bien, mais en fait c'est une question de point de vue, c'est par rapport à là où on se trouve, si tu veux. Enfin bref, je vais pas partir là-dedans, je garde tout ça pour mon podcast consacré aux religions, qui arrivera un jour, dans la saison 2, je pense. Mais voilà, à l'époque, le moindre truc, la moindre démence, on va dire, alors... était catalogué d'œuvres du malin ou voilà, c'était un truc en rapport avec la religion et par ricochet c'était dans tous les cas donc une possession. Voilà, on cherchait pas midi à 14h, c'était expliqué comme ça. Si on revient aujourd'hui avec le recul et avec nos connaissances actuelles, surtout si on est très comment dire, si comme moi on n'a pas de religion, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, je crois en la science et voilà. Si on porte un regard moderne sur les possessions antérieures qui sont passées dans les années 1800, voire même plus vieilles encore, ou même plus récentes d'ailleurs, mais bon, dans les années 60-70, eh bien, on se rend compte que beaucoup des mots décrits, des mots MAUX, hein, pas des mots MOTS, peuvent s'expliquer tout simplement par des maladies, prenez ne serait-ce qu'Alzheimer. Prenez aujourd'hui Alzheimer, maintenant qu'on connaît tous que c'est répandu, et bien même si on connaît, quand on voit quelqu'un atteint de démence, atteint d'Alzheimer, ben ça surprend. Ça surprend. Encore plus quand on voit quelqu'un de sénile, admettons, qui raconte n'importe quoi, et ben ça peut faire peur, et on peut comprendre. Ça peut faire des choses illogiques avec son corps, des choses comme ça. Ça n'a plus de logique, hein, de toute façon. Donc voilà. Quand on regarde les possessions d'antan, de nos jours, avec nos connaissances, on se rend compte qu'effectivement, on émet de gros doutes sur la théorie paranormale du truc. Alors, si je vous parle comme ça, en vous ayant dit que j'étais plus... moi, je crois en la science et je ne crois pas en l'ésotérisme et compagnie, vous allez dire, bon, bah, son avis est tranché, ça sert à rien, si on est venu là pour du spectaculaire, pour se faire peur, pour du frisson, ça sert à rien de rester. Eh bien non, parce que j'ai vécu moi-même des choses que je ne parviens pas encore à expliquer, et je vais vous les raconter. Là, c'était juste, voilà, un petit, voilà, pour vous expliquer un petit peu des choses logiques qui me tenaient à cœur. Maintenant, je vais boire un gorgée de café s'il n'est pas trop chaud. Les gens
vous parle de paranormal, comme je vous l'ai dit, alors pour des choses inexpliquées, et qui rapportent ça à la religion. Maintenant, je pense, et c'est compliqué à expliquer, parce que moi-même, je me perds un petit peu là-dedans, si vous voulez, c'est que plus ça va, moins je ne crois au paranormal, parce que d'une part, il y a un petit côté religieux, alors c'est contradictoire, parce que je ne crois pas en Dieu, ça serait donc malvenu de ma part de croire au paranormal. Mais, il y a un mais, je crois, et c'est un fait, aux énergies. Comme, admettons, les pierres, vous voyez, les pierres peuvent conserver de l'énergie. Le quartz, par exemple, imaginons. Le calcaire, non? Je sais pas. Enfin, vous savez, comment on appelle ça, ces endroits où on trouve le calcaire à sa source, bon bref, j'ai plus le mot. Mais l'eau aussi est vecteur d'énergie, il me semble. C'est des trucs, j'y connais pas grand chose, mais voilà, je crois en l'énergie. Je crois en l'âme, très bien, dans notre corps, mais je ne crois pas en l'âme qui erre. Vous voyez, l'âme en dehors du corps. Et encore, l'âme, c'est encore quelque chose de très... C'est une question de point de vue encore, mais bon. Voilà que je m'écarte, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas pris de notes du tout. Et, comme je vous le disais, moi-même, c'est un petit peu confus, toutes ces histoires. Donc, je crois en l'énergie résiduelle, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui peut être encore stockée dans les pierres. Hein. On peut le ressentir, hein. Vous savez, des fois, on arrive dans des endroits, bon, il y a des personnes plus réceptives que d'autres, et puis on va se sentir peut-être plus impacté, on va sentir quelque chose de lourd, alors qu'on ne connaît pas le lieu, on n'a pas eu d'informations sur ce lieu. Et ça, c'est une question d'énergie. Par exemple, mais là c'est différent parce que mon avis était biaisé, mais je vais vous donner l'exemple. Alors, je sais pas si vous regardez Gus DX, donc un enquêteur paranormal bordelais, français, donc assez connu quand même dans le milieu, qui a été débunk pour une de ses vidéos. Mais voilà, un jour il était allé à Blanquefort, je crois que c'était à Blanquefort, non c'est à côté de Blanquefort. Ah, je sais plus le nom, mais c'est à côté de chez moi, j'y vais de temps en temps, à la forêt de Tanaïs. Et dans cette forêt, il y a encore des campements, enfin des anciens baraquements qui étaient occupés par l'armée allemande durant la guerre. Avec, on imagine, son lot d'horreur et de sadisme propre aux nazis. C'est le nazi. Non, enfin bref, si ça se trouve, il s'est rien passé. Hein, ils allaient juste là pour dormir. Voilà, hein, encore une fois, manichéen et tout ça. Bon, je ne vais pas les juger. Et du coup, Gus Dix était allé dans un de ces baraquements. Alors la plupart, il n'y a plus que des chapes de béton. Et c'est tout. Mais derrière un grillage, si vous entrez un petit peu, il y a encore des ruines avec quelques murs, un plafond qui tient difficilement et tout. Il était allé là-bas et puis s'était passé 2-3 trucs. Enfin, lui avait bugué, il était rentré en une espèce de mode veille pendant 20 minutes. Alors fake ou pas, je ne sais pas. Mais quelques temps après, moi du coup, j'y suis allé par curiosité, en journée, cette fois-là. Je suis entré dans le baraquement. Alors je sais pas si mon avis était biaisé par la vidéo, hein, évidemment, mais quand je suis entré dans ce baraquement, j'ai senti quelque chose de lourd sur mes épaules. Comme une chape de plomb. Il le décrit très bien comme ça lui aussi dans sa vidéo. C'est comme une chape de plomb quand vous rentrez dans ce bâtiment. Alors, je le répète une 3e fois, mais peut-être que mon avis était biaisé. Et quand on est conditionné par quelque chose, c'est pas un secret, vous le savez, hein, je vous prends pas pour des débiles, mais je vous le répète, notre esprit, forcément, va nous jouer des tours quand on est conditionné à quelque chose. Hein, c'est comme ces enculés là, les voyants, les pseudo-voyants, qui vous disent aujourd'hui il va vous arriver quelque chose. Et ben si toi dans ta tête on t'a dit ça et que tu crois en ces conneries là, tu vas te forcer à ce qu'il t'arrive quelque chose ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'autosuggestion. Et bien là c'était pareil, et je pense. Mais ou bien c'était, alors vu que c'est quand même des vieilles bâtisses en pierre en pierre et en bois qui ont peut-être
qui ont en tout cas eu beaucoup de passages entre leurs murs, durant une période qui était difficile, qui était la guerre. J'imagine que des énergies logiques, des ondes peut-être, si vous voulez, sont encore perdues dans ces pierres, dans ces roches. Ces maisons sont elles-mêmes au milieu de bois. Le bois, sa vie, c'est vivant, c'est bourré d'énergie, les plantes, les arbres. Et bien, peut-être que ça a joué. Une autre fois, ça y est, on part dans les anecdotes, là. Je rebois un coup de café. Une autre fois, longtemps après, je sais plus pour quelle raison, mon cousin m'avait dit ouais, ça te dirait qu'on aille faire du Ouija dans le bois de Tanaïs, la nuit. Et vraiment, je me souviens plus de cette raison, puisqu'on avait... alors, c'était en 2018. J'avais 34 ans. Lui, il en avait 35, donc c'était pas un délire d'adolescent, je sais plus, mais il devait y avoir une cause. Parce qu'en plus, on ne filmait pas. On a pris ma planche de Ouija, une vraie planche de Ouija, et nous y sommes allés, mais sans filmer. Alors, je crois qu'on a enregistré de l'audio, par contre. On a pris un microphone professionnel avec le casque et tout. C'était très étrange, d'ailleurs, la nuit. Parce qu'avec un micro pro et relié à un casque, tu entends des sons qui sont hyper loin. Et c'est impressionnant. La nuit, dans les bois, avec tous les craquements, c'est impressionnant. Et donc, je sais plus pourquoi, mais nous y sommes allés comme ça. Et en fait, impossible de rentrer dans le baraquement. Ils avaient barbelé tout autour. Alors, on s'était placé sur une des chapes qui restaient au milieu du bois, dans une espèce de clairière. Et on a commencé... Alors, c'était fin août, début septembre. Oui, c'était fin août. Et faut savoir qu'à l'époque, je remets dans le contexte, mon cousin sortait d'une relation... j'aime pas ce mot de fils de pute, mais d'une relation toxique avec une nana, vraiment, c'était le chétan, cette meuf, tu vois. Et elle le disait elle-même, qu'elle était le diable, tu vois. Et elle avait tenté de le poignarder et tout. Non mais, c'était une psychopathe, c'était une cassos. C'était une meuf vraiment toxique. Et il sortait de cette relation, et lui, qui est tellement bienveillant, gentil et je vais dire aimable, enfin je sais pas comment le décrire, mais il tombe il est assez émotif, il le montre pas, mais quand il aime quelqu'un, il est à 200%, et il était amoureux d'elle, enfin je crois, et c'était difficile pour lui cette rupture. Il avait plus de nouvelles d'elle, et il voulait plus en avoir, parce qu'il se décidait à tourner la page, quoi, en fait, à ce moment-là. Et donc, on va dans ce bois, on commence à faire du Ouija, et rien ne se passe. Mais vraiment rien, quoi. On entend des bruits à droite à gauche. Et à la fin, on pose des questions. Est-ce que quelqu'un est parmi nous et tout? Et son téléphone se met à vibrer. Et c'était un message de cette fille qui reprenait contact avec lui et qui voulait le voir. Elle voulait qu'il se revoie ce jour-là. Enfin, ce soir-là, du coup. Et bon, il y est allé après et tout. Bon, c'était étrange. Mais comme beaucoup de... Rien d'inexplicable, déjà. Et comme beaucoup de trucs dans le paranormal, comme beaucoup d'histoires dans le paranormal, c'est le hasard. C'est ni plus ni moins qu'un concours de circonstances. Et voilà, c'est le hasard. Bref, bon, je vais vous faire place maintenant. On fait place à la vraie anecdote paranormale, le truc que encore aujourd'hui je ne saurais expliquer. Attendez, je bois encore un coup de café. Nous avions 15 ans. 15-16 ans. Non, peut-être 16 ans, ouais. J'étais encore avec ce cousin. Ce cousin en question. Et nous avions avec nous mon demi-frère qui est plus jeune que moi de 2-3 ans. Et en fait, c'était le soir du Nouvel An. Nous étions à Vitry-les-Reims. Ça vous parle pas comme ça, mais bon, bref. Petite ville dans le nord, enfin pas dans le nord, mais dans le nord-est, pardon.
à côté de Reims, et toute notre famille était à 3 kilomètres de là, à Corel. C'est un village à côté, 2-3 kilomètres. Il était au début de la soirée, donc nous on était jeunes, donc on commençait à boire seulement à cette époque, et on savait pas boire. Et en fait, nous on savait pas qu'on pouvait couper l'alcool, si tu veux. On savait pas qu'on pouvait mettre un fond de vodka dans un verre et mettre du jus de pomme par-dessus, ou un jus d'orange, ou peu importe. Nous, on pensait qu'il fallait boire cul sec la vodka et boire cul sec le jus de pomme juste après. Bon, on n'était pas super malin, mais d'ailleurs, ça n'a pas forcément changé. Et donc, on avait cette vodka, ce jus de pomme. C'était vraiment le début de la soirée. Hein. Toute notre famille était déjà partie à Corel. Et ouais, il devait être 20h. Hein, on commençait à boire tranquille. Et mon cousin part aux toilettes. Et pendant ce temps-là, je dis à mon demi-frère, je vais pisser dans un verre. Et on va lui faire croire que c'est son jus de pomme. Comme ça, quand il va revenir, il va boire ma pisse, tu vois, après avoir bu la vodka. Et on le fait, donc je pisse dans mon verre, dans son verre, pardon. Il revient des toilettes, et on lui dit, tiens, on t'a servi ton jus de pomme, vas-y, à ton tour. Puisqu'en plus, on buvait nos verres chacun à notre tour. Bon, il y avait vraiment aucune logique là-dedans, de toute façon. Et il attrape son premier verre de vodka, il le boit cul sec. Et là, il prend le verre de jus de pomme, une lampée, et il voit à notre regard qu'il y a une couille, quoi. Et là, il essaie de tout me cracher dessus, et ça prend pas, j'esquive. Et voilà, je lui ai fait boire ma pisse, quoi. Je lui ai fait boire ma pisse. Et après, il a tenté de se venger, mais c'était prévisible. Je l'ai grillé à des kilomètres. À un moment, je voyais, il parlait dans l'oreille de mon demi-frère. Alors, c'est mon demi-frère, si tu veux, vu qu'il était plus petit que nous, c'était un petit peu le gamin malléable, on faisait ce qu'on voulait, tu vois. Et en fait, je vois mon demi-frère qui part aux toilettes. Il revient, il me propose un chewing-gum. Vous savez, les Hollywood chewing-gum, là, en lamelles, là, emballés. Je regarde le papier, je vois que le papier, il est ondulé, imbibé de je sais pas quoi, enfin, il est humide et tout, tu vois, je me dis, non, mais non, les gars, vous allez pas m'avoir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as fait? Et Jimmy me dit, mon demi-frère me dit, pardon, il me dit, Matt m'a demandé d'aller me masturber, quoi, dans le chewing-gum. Mec, il était même pas foutu d'aller le faire lui-même, fallait qu'il demande ça au frangin, quoi. Et puis du coup, il avait éjaculé sur le chewing-gum et il a essayé de me faire manger le chewing-gum, enfin bref. Bon, c'est tout. La soirée se continue, on part faire un tour dans Vitry-les-Reims, machin. Rien de ouf, un nouvel an vraiment pourri, quoi. Et sur les coups de minuit, après cette souhaité la nouvelle année avec les amis dans Vitry, nous on rentre chez notre grand-mère. C'était la maison de ma grand-mère, je sais pas si je l'avais précisé au début. On rentre et en fait on se rend compte que personne n'est rentré, et ça nous surprend pas puisque nouvel an dans la famille, et comme chez tout le monde j'imagine, ça dure jusqu'au petit matin le lendemain, quoi. Alors du coup, notre famille est encore dans son intégralité à Corel. Donc nous rentrons tous les trois dans la maison, on allume, on se pose à table et on décide de reboire un coup. Et exceptionnellement, je vais vous mettre une image, là, maintenant, pour que vous voyez le plan de la maison. Vous voyez, ça s'affiche à l'écran. Là, c'est le plan de la maison. Alors, hop, je me le mets aussi. Et je rebois un coup de café, pardon. En fait, pour entrer dans la maison, il fallait rentrer par l'immense porte du garage, que vous pouvez voir en bas à gauche, là, les trucs battants, c'est la porte. Ensuite, à droite, il y a la porte, la toute petite, et on rentre dans la salle à manger.
En dessous, la salle que vous voyez en dessous et qui est le long de la route, c'est le living room, mais ça sert de débarras, quoi. Et donc, nous, on est tous à table, tranquille, en train de boire. Et, vous voyez, alors, le cousin machin, bah, c'est mon cousin, parce que je savais pas comment l'illustrer. Jimmy Neutron, bah, c'est mon demi-frère, puisqu'il s'appelle comme ça. Et la tête au-dessus, c'est moi. Donc, moi, j'étais dos à la fenêtre. Cette fenêtre donne sur une cour, enfin un jardin si vous voulez quoi. La fenêtre est représentée en bleu là sur l'image. Et dans la cuisine, une autre fenêtre. Donc ce qui fait que de là où je suis, on peut voir dans la cuisine. Donc Jimmy va dans la cuisine, il allume, hop, il sert dans le frigo, il nous sort le jus de pomme, le vrai jus de pomme hein, cette fois. Après on était tous dans le doute là, on sentait nos verres à chaque fois, tu vois. Et on était pas spécialement bourrés, mais on était bien, quoi, tu vois. Et on est vraiment dans la disposition, là, hein, de l'image. Jimmy est revenu à table, on est comme ça, ils sont tous les deux en face de moi. Et tout d'un coup, on entend la porte de la cuisine, alors pas celle qui donne sur le salon, mais celle qui est tout au bout de la cuisine, hein, que vous voyez en haut, là. On entend cette porte qui s'ouvre tout doucement, à savoir que c'est une très vieille maison, hein, je vais vous la mettre aussi là en image. Vous voyez, c'est une très très vieille maison, je sais plus l'année, mais extrêmement vieille. Donc autant vous dire que les portes grincent, quoi. Alors c'est une maison, comme vous le voyez sur la photo, c'est une maison mitoyenne. Voilà. Revenons au plan, voilà. Hein, voilà. On entend donc la porte du fond de la cuisine qui s'ouvre tout doucement, qui grince. Vraiment le cliché du film d'horreur, quoi. Et on commence à entendre des pas lourds. Mais lourds. Tu vois, des pas d'humains. Pas des pas de chat, pas des pas de chien. Ou alors un Saint-Bernard en très mauvaise santé, je sais pas. Et on entend ces pas qui s'avancent dans la cuisine vers nous, hein, vers notre pièce, quoi. Mathieu et Jimmy regardent par-dessus mon épaule, puisqu'il y a la fenêtre qu'ils peuvent voir dans la cuisine, quoi. Et je vois leur visage, mais sans expression, quoi. Mais le regard vide et tout. Et j'ose pas me retourner, moi, sur le coup. J'ose pas. Et là, on dit plus rien, en fait, quoi. À ce moment-là, on ne dit plus rien. On est bouche bée, quoi. Et quand les pas arrivent au niveau de la porte de la salle à manger, on s'est tous les trois levés d'un bond et nous sommes partis en courant de la maison par le garage, machin, sans fermer à clé. Une fois dehors, je leur ai demandé, vous avez vu quoi par la fenêtre? Et ils me disent, mais il n'y avait rien en fait. On entendait les pas se rapprocher et on ne voyait rien. Ils n'ont rien vu. Et après, on s'est concerté peut-être 10 minutes parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on retourne à l'intérieur pour éteindre et qu'on prenne les clés du scooter et qu'on parte, quoi, en fait. Quitte à faire des allers-retours pour parce qu'on était trois. On y est allés tous les trois à l'intérieur. On a fait une chaîne humaine. Il y en a un qui était dans la cuisine, l'autre qui court pour aller. Enfin, c'était n'importe quoi. Et on est parti comme ça. Et quand on est arrivé à Corel, on s'est rendu compte qu'effectivement tout le monde était là-bas, quoi. Il ne pouvait pas y avoir quelqu'un de notre famille, en tout cas. Un cambrioleur, peut-être. Mais rien n'a été volé, rien n'a disparu, rien n'a été fracturé, rien n'a été forcé, et surtout, on n'a rien vu à travers la fenêtre de la cuisine. Quand les pas passaient devant la fenêtre, on ne voyait rien. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'arrive pas à expliquer. Voilà. Autre histoire. Bon, ce jour-là, voilà, ça s'est terminé comme ça. On a fini le nouvel an là-bas. On est revenu que le lendemain avec, en fin de nuit avec nos parents. Hein. Pas très courageux. Mais aujourd'hui, je reviendrai pas non plus tout seul. Je rebois une gorgée de café. Allez. Autre expérience qui s'est déroulée
dans cette maison encore. Et tous les trois, encore, si je dis... Attends. Non, il n'y avait pas Matt ce jour-là. Si, il y avait Matt ce jour-là, on était tous les trois. Cette fois, alors, vous avez le plan de la maison, dites-vous que à l'étage, c'est le même plan, si vous voulez. Enfin, sauf que ça s'arrête au niveau de la... Il n'y a rien au-dessus de la cuisine, si tu veux. Donc, c'est vraiment au-dessus du living room et de la salle à manger. Il y a toutes les chambres, en fait. Et c'est un long couloir. En fait, je vais vous refaire un plan, parce qu'au bout de la salle à manger, il y a une porte. J'ai oublié de vous la mettre, qui donne sur une cage d'escalier en colimaçon en bois. Et voilà. Qui donne juste au-dessus de la salle à manger. On se retrouve avec 6 chambres. Donc 3 de chaque côté, toutes face à face. Enfin, pas 6, mais 6 pièces, pardon. Dont une salle de bain au milieu. Et un soir, on rentre, pareil, tous les 3. On n'avait ni fumé, ni bu. Hein. Il était... alors, je sais pas si c'était avant cette histoire ou après, par contre. Je crois que c'était avant, parce qu'il me semble qu'on était un peu plus jeunes. On rentre un peu tard, peut-être sur les coups d'1h du matin, un truc comme ça. Tout le monde dormait. Alors, du coup, on essaie autant que possible de ne pas faire de bruit. On monte ces satanés escaliers en colimaçon, en bois vraiment pourri, quoi. Un truc qui fait gaver de bruit. Et en fait, une fois à l'étage, on fait attention parce que sur notre gauche, t'as 3 chambres. La première, dans la première, il y a mon père et ma belle-mère qui dorment. Dans la seconde, ma grand-mère, dont la porte est fermée à clé. Et dans la troisième, c'est nous. En face de notre chambre, c'est la chambre de ma demi-sœur. Enfin, on n'habitait pas là-bas, hein, mais on y passait les week-ends. Et voilà, du coup, on monte, on essaie de pas faire de bruit, mais c'est pas évident, parce que c'est du plancher, du vieux plancher, tout grince, c'est de la folie. Et on se pose dans la chambre du fond, dans notre chambre, quoi, du coup, la toute dernière au bout du couloir. On discute un petit peu, comme des gamins qui rentrent de soirée, tu sais, impossible quand t'es avec tes potes et que tu vas dormir, à cet âge-là, c'est difficile de rester silencieux. Donc oui, on fait un peu de bruit, mais bon, pas de quoi réveiller la grand-mère, hein. Les personnes âgées, ça entend pas très bien. Mais bon, on a peut-être réveillé mon père, ma belle-mère, ça c'est un fait. Bon, bref. Nous discutons, la porte fermée, et d'un coup, on entend la porte d'en bas, la porte de la salle à manger, qui donne sur l'escalier. On l'entend qui s'ouvre, et qui se reclaque nonchalamment, enfin, c'est pas qui se claque, mais qui retombe naturellement, quoi, qui se referme naturellement. Et là, on commence à entendre des pas dans les escaliers, qui montent, qui accélèrent. Pas de la courir dans les marches, mais qui montent à un rythme un peu plus rapide. Et d'un seul coup, on se met à entendre les poignées des portes de chambre, ces vieilles poignées rondes en métal. On entend ces poignées-là qui s'enclenchent, et on entend les portes s'ouvrir. Celle de la première chambre, où mon père dort, et de la chambre juste en face. On entend les 2 portes s'ouvrir en même temps et se reclaquer. Sauf que, vu la largeur du couloir, tu peux pas, avec tes bras d'humain, si tu tends tes bras de chaque côté, tu peux effectivement attraper les poignées, mais tu peux pas pousser les 2 portes et les reclaquer. Il faudrait des bras extrêmement longs. Et on entend quelques pas qui s'avancent et qui recommencent à la porte d'en face, à la porte d'après, donc c'est-à-dire la porte de la chambre de ma grand-mère et la salle d'en face, la salle de bain. Les portes, on les entend s'ouvrir et se reclaquer. Mais là, je vous raconte ça tout doucement, mais c'était extrêmement rapide comme scène. Et les pas avancent vers notre chambre. Et là, on entend notre poignée de porte clac, qui s'ouvre. On se jette tous sous nos couvertures et on s'endort. On s'est endormis tous les 3 en même temps. Le lendemain matin, on se réveille. Les portes étaient ouvertes. Enfin, comment dire ? Repoussées, mais pas enclenchées, si vous voyez ce que je veux dire.
On se lève, on comprend pas ce qui s'est passé, on se regarde, on n'arrive pas à expliquer, on se dit, mais moi je me suis endormi. Ah, mais moi aussi je me suis endormi au même moment. Et là on comprend tous qu'on s'est endormis tous les trois quand notre porte s'est ouverte. On descend donc déjeuner, toutes les portes sont ouvertes, tout le monde est réveillé, il n'y a plus personne à l'étage, il n'y a que nous. On descend, tout le monde est en train de déjeuner, donc nous on se pose à table, on déjeune, et on commence à raconter cette histoire. Et mon père, qui est pourtant d'un naturel cool, c'est pas quelqu'un d'agressif, c'est pas quelqu'un de sévère ou quoi, quand il entend mon histoire, il me dit « Bon, vous allez la fermer, vous parlez pas de ça devant la grand-mère. » Et là, on a compris qu'il y avait un problème, tu vois. On s'est tu, du coup, on a arrêté de raconter. Effectivement, on voulait pas faire peur à la grand-mère, parce qu'en toute la semaine, elle dort toute seule ici, tu vois. Mais j'arrive pas à expliquer non plus la réaction de mon père. Il dit ça de cette manière, comme si ça lui parlait, alors que mon père ne croit pas en tout ça. Je lui ai demandé des années après, il y a pas longtemps. Il se souvient pas de ça. Il se souvient pas de m'avoir dit ça. Cette situation pourrait être expliquée, en tout cas pour quelqu'un qui monte les escaliers, d'accord, pas de problème. Impossible d'ouvrir les portes, toutes les portes en même temps. Impossible. La porte de la chambre de ma grand-mère était fermée à clé, en plus. Comment expliquer le fait que nous nous sommes tous endormis en même temps? À ce jour, j'arrive toujours pas à l'expliquer. Il y a des phénomènes, alors je suis absolument pas renseigné sur le sujet, mais d'hallucinations collectives. D'accord. Si c'est prouvé, moi j'y crois, il n'y a pas de problème. Les hallucinations, de toute façon, ok. Mais alors collective, bon, bah, après, je me suis pas penché sur le problème, donc je sais pas comment ça marche, mais l'hallucination collective, d'accord, mais ça peut pas influer non plus sur le physique. Ça peut pas t'endormir. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux bien y croire, allez. Je veux bien croire qu'on hallucine tous en même temps, qu'on voit tous ou qu'on entend tous la même chose. Comment expliquer qu'on s'endorme tous en même temps? C'est pas de l'hypnose collective. Alors, je sais plus à qui je racontais l'histoire et qui m'avait dit c'était le marchand de sable. Je conseille y croire en fait. Non, c'est quelque chose de complètement inexpliqué pour moi. Et d'ailleurs, j'avais partagé cette anecdote dans une vidéo de l'honneur. Je sais pas si vous connaissez alors, Urbexer, enquêteur paranormal. Il avait partagé mon témoignage en vidéo de cette histoire. Il y avait eu plusieurs hypothèses et tout, mais bon, on n'a toujours pas le fin mot de cette histoire. Une personne qui vivait dans cette maison est décédée, mais il n'est pas décédé dans cette maison. Il est décédé d'une mort tragique. D'un accident tragique, pardon. Une mort tragique. Une mort, c'est toujours tragique. D'un accident tragique, d'une noyade. Et c'était mon oncle, en fait. Mon oncle qui habitait avec ma grand-mère est décédé quelques années avant. 5 ans avant, je crois. Mais il n'est pas décédé dans la maison, donc voilà. C'est compliqué, je sais pas. Et en plus, c'est marrant, c'est que les 3 fois où quelque chose s'est produit dans les fois où quelque chose s'est produit dans cette maison, j'étais avec ces 2 personnes, nous étions tous les 3. Mais ça aussi, c'est un concours de circonstances. Le fait est qu'on était toujours tous les 3, en fait. Donc, le dernier cas est vraiment inexplicable selon moi. Mais là encore, ce que je trouve étrange, c'est que souvent, et on dit que les enfants sont réceptifs à ce genre de choses, mais c'est des trucs qui me sont arrivés ado et qui ne sont plus jamais reproduits. Mais également, quand t'es adolescent, il se passe beaucoup de choses dans ton corps et dans ta tête. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, ça peut expliquer pas mal de choses. C'est pas forcément paranormal, tu vois. Alors quand 3 ados sont réunis, je peux croire et tout qu'effectivement,
Ça chamboule des choses, mais ce n'est pas paranormal. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre, pas de problème, mais selon moi, c'est pas paranormal. Mais ce dernier cas, voilà, moi, il me sidère encore aujourd'hui. Voilà. Depuis, mais je n'ai rien arrivé. Une autre fois, pareil, bon, c'est pas paranormal, c'est du domaine de l'ufologie. J'étais avec toujours Jimmy et Matt, on était tous les trois, là, peut-être même la même année, hein, on était toujours à Vitry-les-Reims d'ailleurs. Et c'était en plein été. Il était 21h, donc vous savez, le ciel à 21h en plein été, voilà, il fait pas nuit. Hein. On était dans un parc au milieu de Vitry, dans le nouveau Vitry, et on attendait pour aller en soirée. On était assis sur un banc, et je dis bien, on n'avait pas bu, on n'avait pas fumé. Hein. On a entendu une espèce de bourdonnement. Un truc comme ça, on lève les yeux. On voit, alors c'est difficile de déterminer la hauteur, mais très proche de nous, on voit un truc triangulaire. 3 lumières, fixes. Le truc il est au-dessus de nous, il bouge pas. Il s'arrête de bourdonner. Le truc est clairement géométrique, hein. C'est triangle, voilà, t'as pas plus triangulaire que ça. Et d'un seul coup, on fixe le truc, d'un seul coup, il tape une accélération incroyable en ligne droite, et s'arrête, sans faire de bruit. On le voit encore, donc, plusieurs centaines de mètres devant, et là, il repart en marche arrière et en diagonale, à la même allure, une vitesse incroyable, pour s'arrêter donc encore au-dessus de nous, mais plus à droite. Là, on bug complètement, c'est ahurissant. Je vous parle de ça, c'était 99-2000. Hein. Les drones, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, les drones personnels, ça n'existait pas. Peut-être militaires, tu vois. Et c'était beaucoup plus gros. Hein. Là, c'était la taille d'un putain d'avion de chasse, quoi. Et le truc, bam, repart en avant, mais disparaît. À une vitesse, boum, comme ça. Plus rien. Et j'ai déjà vu alors vous avez ma parole, qu'on a vu tous les trois cette chose. Et j'ai déjà entendu pas mal d'explications, enfin pas d'explications, mais de témoignages qui relataient des trucs un petit peu comme ça dans le monde entier, tu vois, avec vraiment cette trajectoire, cette forme, cette vitesse, ce manque de bruit, hein, ce silence incroyable. Mais sauf que... Alors, moi, voilà, je crois que on n'est pas tout seul dans l'univers, parce qu'il y a tellement de... Voilà, c'est incroyable, la taille du truc, tu vois. Donc, ça, je veux bien y croire. Mais, ce que je me suis dit, et ce que je continue aussi à croire, n'était-ce pas un truc militaire ? Alors, pourquoi auraient-ils pris le risque de faire leurs essais à cette heure-ci, alors que c'était un samedi soir, qu'il faisait encore jour au-dessus d'une ville comme Vitry-les-Reims, machin, et que tout le monde peut le voir ? Je sais pas. Pourquoi était-il si bas ? Parce que là, c'est pas de la reconnaissance, enfin, c'est... T'es grillé, en fait, t'es grillé à cette hauteur-là, tu vois ce que je veux dire ? Et c'était en 99-2000. Si, effectivement, c'était quelque chose de militaire d'autrement avancé, hein, une technologie vachement avancée, parce que c'était incroyable, il a fait de la marche arrière quand même, le truc, à une vitesse folle, il a disparu aussi, à une vitesse incroyable, sans faire de bruit, comme on l'entend quand un avion passe le mur du son. Comment ça se fait que, du coup, ça n'a pas été utilisé depuis, en temps de guerre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Depuis, il y en a eu des conflits. Hein. Alors, était-ce de l'armée française ? Était-ce une autre armée ? Mais si c'était une autre armée, pourquoi était-il si bas ? Parce que là, tu peux te faire griller. Sachant que pas loin de Vitry-les-Reims, il y avait la base 112, une base militaire. Ah, peut-être qu'elle n'existait plus à l'époque. Je sais plus. Mais, je sais pas. C'est difficile à expliquer, hein, encore de nos jours. Bon, bref, là, je m'écarte, puisque de toute façon, ce n'est pas paranormal, mais je tenais à le souligner parce que j'étais avec ces 3 personnes-là, encore une fois.
pour les autres explications, comme je vous disais, tout ce qui s'est, enfin toutes les autres, les trucs qui me sont arrivés là juste avant. Attends. Hop, je reprends bien le micro. Quand on n'a pas de religion, c'est difficile d'expliquer ce qu'on a vécu. C'est pour ça que moi-même, parce que je sais que je n'ai pas de religion, je sais que je ne crois pas en une force au-dessus de nous. Voilà, j'ai un esprit scientifique là-dessus. Voilà, c'est acté. Je crois aux énergies, d'accord, mais j'allais dire, comment une énergie peut nous endormir? Le manque d'énergie peut peut-être nous endormir. Enfin, je suis encore en train de cogiter là-dessus, bientôt 20 ans après. Plus de 20 ans après, pardon. Je cogite encore là-dessus, quoi. Ça... Et là, en le racontant, je repose les trucs sur la table et... Ah, je comprends pas. Ouais, non. C'est... Alors, ça va pas remettre en doute mes croyances et mes non-croyances. Bien au contraire. Non, je vois pas l'intérêt, hein, de toute façon, même si les religions existaient. D'ailleurs, le folklore de chaque religion t'explique le paranormal par des choses différentes. Alors, du coup, pourquoi est-ce que... Enfin, je veux dire, la religion n'a pas de géographie. Donc, t'es musulman, tu vas voir un... Comment on appelle ça? Je sais plus le nom des fantômes dans la culture... dans la croyance musulmane, je sais plus. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vas pas voir le même fantôme. Alors du coup, admettons, t'es musulman, t'es accompagné par un chrétien, vous allez pas voir le même fantôme, tu vois. Dans la culture japonaise, leurs fantômes sont hyper différents aussi. Donc en fait, si tu veux, tout ça, c'est juste une histoire de folklore. C'est ni plus ni moins. Bon, de toute façon, pour la religion, j'y reviendrai dans le sujet religion. Mais c'est là où ça se contredit complètement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, c'est peut-être une façon de schématiser quelque chose pour eux, hein, mais pour moi, non. Et plus ça va... Quand j'étais petit, j'avais envie d'y croire à tout ça. Comme tous les gosses, de toute façon. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui croient encore en tout ça. Je suis friand de tout ça. J'adore les films paranormaux, Conjuring. Le premier Exorciste est excellent. Conjuring, le 1 est excellent. Le 2 est excellent aussi. Le 3, c'est une merde infâme. J'adore regarder les enquêtes paranormales. Du Grand JD, de Gus DX, l'honneur, tout ce que vous voulez. Et parce que j'aime bien me faire peur. Mais en fin de compte, c'est juste ce côté, ce manque de frisson, ce manque de... Voilà, on aime tous. Il y en a, ils vont dans les parcs d'attractions, vous savez, dans les manèges à sensations et tout. On aime tous se faire peur. C'est beaucoup plus facile de se faire peur avec quelque chose. Je comprends les gens qui croient au paranormal, puisque tu as peur de quelque chose que tu ne maîtrises pas, qui peut arriver n'importe quand. Tu regardes, admettons, des vidéos de paranormal et tout, et après tu te retrouves seul chez toi, vulnérable. Et ça prolonge un petit peu ton expérience du film et tout, si tu veux. Et t'es vulnérable, parce que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Contrairement à des gens qui vont aller faire du saut en parachute, des choses comme ça. Bon, même si c'est plus de l'adrénaline qu'autre chose, mais ça y revient aussi. Hein. Une peur, c'est de l'adrénaline aussi. Et donc je peux comprendre. Pas de problème. Sauf que, à force de regarder des trucs paranormaux, des enquêtes, hein, je vous parle de trucs vrais, pas de Ghost Adventure ou de films, ou de fiction. Je vous parle d'enquêteurs paranormal, tu vois, les mecs que j'ai cités avant, par exemple. À force de regarder ça et de voir qu'il n'y a concrètement pas de résultat, ça fait des années que je regarde ça. Et je me cantonne pas à un enquêteur, j'en regarde plusieurs.
Eh bien, constatant ce manque de résultats, je me rends à l'évidence de me dire non, ça n'existe pas le paranormal. Ça n'existe pas. Les fantômes, en tout cas, n'existent pas. La science paranormale, grâce aux énergies, aux ondes et tout, oui, ça existe. Mais les fantômes n'existent pas. Casper n'existe pas. Les cas de possession n'existent pas. C'est de la... Pour moi, je pose les termes, mais c'est des maladies mentales, ni plus ni moins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une religion va se tirer la couverture sur elle et te dire c'est un cas paranormal. Même aujourd'hui, avec nos preuves de science, des gens vont te dire non, c'est religieux, c'est paranormal. Mais non, c'est de la science. Et là, bon, ben je sais, je peux vous dire ça comme ça, et si vous croyez en la religion, vous allez me dire, vous allez me maintenir que non, c'est un débat sans fin. Ça n'engage que moi. Mais scientifiquement, toutes ces choses, la majorité sont prouvées. Et en tout cas, pour les cas de possession, voilà, c'était de la... des cas de psychose, de l'Alzheimer, des gens qui perdaient la boule, voilà, il y a tout un tas de maladies mentales qui expliquent ce genre de choses. Et souvent, un tas c'est le téléphone arabe, tout est déformé au fur et à mesure, tout est enjolivé, alors pour les films encore plus. Voilà, comme reprenez les cas des époux Warren, c'est du business, hein, c'est du business. Ils sont pas aussi beaux et propres et clean qu'on veut nous le faire croire dans les films Conjuring par exemple, tu vois. Là, ouais, bon, moi, je m'écarte, mais je pars encore n'importe comment. Tout ça pour dire que non. Et ça n'engage que moi, mais non. Les fantômes n'existent pas. Si tu ne crois pas en la religion, et si tu as un esprit un tant soit peu scientifique, tu ne peux plus croire aux fantômes. Quand t'es adulte, en tout cas. Quand t'es gosse, voilà, je peux comprendre ce besoin de se faire peur. Mais voilà. C'est mon point de vue sur la chose. J'ai l'impression que j'oublie de dire des choses. Mais j'ai pas pris de notes. C'est le risque. Hein. Écoutez, on va s'arrêter là. Moi, de mon côté, je continue à regarder tout ce qui est paranormal et tout, ce que j'aime bien. Mais j'y crois plus. J'aime bien frissonner, mais j'y crois plus. J'adore regarder encore de temps en temps le premier Exorciste, les Conjuring et tout, mais je n'y crois plus. Je m'empêche pas de rêver pour autant, mais voilà. On se retrouve très bientôt pour la saison 2. Je trouve que c'était parfait pour finir cette saison. Voilà. En plus, le 31 octobre, jour d'Halloween, qui puisait. Et voilà, on se retrouve, je pense, courant décembre, pour la saison 2. Je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'avant, les projets. Hein. Et ça vous laisse le temps de regarder les épisodes que vous avez ratés entre-temps. Et que dire de plus ? Je suis pas fermé, hein, si vous avez vous-même vécu des choses paranormales, n'hésitez pas. Faites-le moi savoir. J'en ai vécu. Du coup, je peux pas juger quelqu'un, je vais pas dire tu mens, je vais pas dire non mais vas-y, ça c'est fake et tout. Bon, des fois tu sais expliquer un truc. Hein. Des fois quand tu prends le recul nécessaire aussi, tu comprends. C'est juste que des fois t'as des gens ils prennent pas le recul nécessaire et ce qu'ils vivent, tu te dis non mais c'est complètement explicable quoi. Voilà, mais je ne juge pas pour autant. Je serais curieux de savoir si d'autres gens ont vécu des choses comme ça ou si même vous avez une théorie sur mon histoire, surtout celle où on s'endort tous en même temps. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Brosse-toi les dents et lave-toi le cul. J'arrive.